plus ceux qui nous accueillent, la section parisienne, le professeur Franck Bousco, bien sûr son adjoint Mathieu, les militants qui ont été recrutés, et je sais que beaucoup sont absents, les plus jeunes ont naturellement préféré la voie de l'action sur le terrain aujourd'hui plutôt que la voie de la réunion en une salle confortable, mais vraiment bravo aux militants parisiens et au développement, au dynamisme qui a été de plus en plus visible jusqu'au collage impressionnant dans les stations de métro parisiennes qui ont vraiment été exemplaires. Et bravo Mathieu, bravo professeur pour avoir créé une équipe. Je ne redirai aussi jamais assez ma joie d'avoir Cassandre parmi nous aujourd'hui, parce que vraiment, elle est pour nous un exemple de fidélité, un exemple de courage, et en les temps qui sont les nôtres, fidélité et courage sont devenus hélas bien rares. Le thème que je vais développer rejoint très fortement celui du Père Joseph. Je voudrais vous parler à la fois du totalitarisme, du mondialisme et de la terreur. Et donc cela rejoint parfaitement ce qui a déjà été dit par le Père Joseph. Je voudrais évidemment vous parler de cela dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, en France en particulier et de par le monde, la situation extrêmement préoccupante que nous vivons. En France et de par le monde, et donc je commencerai par la situation française en rappelant que ceux qui sont sur ce calicot, en bas de ce calicot, les Macron, les Buzyn, les Véran, les Castex, ne manquent jamais une occasion de dire à quel point ils sont les héritiers des valeurs républicaines, de la République, et de la laïcité, bien sûr, qui accompagne tout ce fatras. Et, de fait, ils sont les héritiers de cette République, sans vente et à juste titre. Ils ont autrefois déjà leurs prédécesseurs, je pense notamment à un ancien ministre de l'Éducation nationale qui disait que la Révolution française n'était pas terminée, c'était Vincent Payon, et qu'il fallait l'achever, que c'était le rôle de la République aujourd'hui, et des loges maçonniques évidemment, que d'achever le travail de la Révolution française. Et nous voyons à quel point ce qui se trame en ce moment, sous la houlette de ces deux personnages, entre autres, rejoint parfaitement le travail entamé par la Révolution française. Et cela nous amène à cette terreur qui est un outil permanent dans la Révolution française comme aujourd'hui pour tenter de nous asservir. Hier, les colonnes infernales enfourchaient à la baïonnette des petits enfants en Vendée. Aujourd'hui, les barbares sont en col blanc. Ils ne sont plus ni des guerriers d'Attila, ni même des soldats de l'armée républicaine. Non, ils sont en col blanc. Ils ont bonne conscience. Ils se font même passer, avec la complicité des médias, pour des philanthropes. Mais en vérité, aujourd'hui, c'est bien parce que ces barbares-là en col blanc organisent une terreur psychologique sans précédent qu'on en arrive à ce que des pédopsychiatres nous alertent sur le fait que l'on n'a jamais vu autant de défenestration d'enfants. Rendez-vous compte que l'on n'a jamais vu autant d'enfants tenter de se suicider,
parce qu'on les maintient dans un climat de terreur psychologique à l'égard de ce qui se passe. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, on raconte à des petits-enfants dans les classes que s'ils ne se font pas vacciner ou si leurs parents ne se font pas vacciner, ils risquent de porter sur leurs épaules la mort de leurs grands-parents. A-t-on jamais vu terreur psychologique plus abominable que celle de faire peser à des petits-enfants la culpabilité de la mort potentielle de leurs grands-parents? Est-ce que ces gens-là ne sont pas d'abominables barbares? Est-ce que ces gens-là n'ont pas du sang sur les mains? Si. Si, bien sûr, ils n'ont pas de leurs propres mains étranglé des enfants, poussé à la mort des grands-parents. Mais ils sont les responsables de crimes permanents. Leur politique est une politique criminelle. Et un jour, il faudra qu'ils rendent des comptes. Un jour, il faudra que tous ces gens-là se trouvent devant des tribunaux, se fassent condamner, se fassent peut-être exécuter. Parce que lorsqu'on a la responsabilité d'avoir mis une société entière dans une telle situation de terreur, lorsque l'on voit des personnes âgées mourir seules dans les hôpitaux, dans les EHPAD, sans plus la moindre visite d'un parent, d'un enfant, d'un petit enfant, lorsque l'on pousse les gens à mourir seuls, sans même pouvoir obtenir la visite d'un prêtre, lorsque l'on pousse des malades à dépérir, lorsque l'on pousse des vieillards à ne plus se nourrir, à ne plus s'hydrater parce qu'ils sont désespérés par l'absence de leur famille autour d'eux et par le monde que l'on leur vend à la télévision, à la radio, dans les journaux, il y a là vraiment de quoi hurler de rage, de quoi vociférer, de quoi nous révolter. Et cette terreur psychologique, bien, elle nous rappelle donc qu'elle est directement l'héritière de cette terreur républicaine. Et ça nous rappelle aussi que la Révolution française, elle s'est exportée de par le monde, que les idées révolutionnaires, elles sont la cause de tout ceci initialement. Qu'il n'y aurait jamais eu l'expansion de la pensée mondialiste, qu'il n'y aurait jamais eu une telle influence de ces criminels mondialistes s'il n'y avait pas eu initialement la Révolution française, la déchristianisation de la fille aînée de l'Église. Et il faut avoir bien en tête cette filiation entre tous ces événements. Parce que cela signifie que si la France porte une responsabilité dans le développement de la pensée révolutionnaire qui a permis le développement de la pensée mondialiste, il faudra aussi un jour que la pensée contre-révolutionnaire redémarre à partir du sol français, à partir de cette terre de filles aînées de l'Église. Et c'est la mission toute particulière qu'a la France à travers les siècles. C'est que si un jour nous voulons voir le monstre mondialiste s'effondrer, si un jour nous voulons voir ce colosse aux pieds d'argile incarné par ces milliardaires cosmopolites se fissurer, s'effondrer, il faudra que cela parte d'ici, de la France, parce qu'elle doit réparer le crime de la Révolution française. Elle doit laver.
Ça signifie aussi que, malgré tout, nous devons être lucides aujourd'hui. Ceux-ci sont bien en dessous de ceux-là. Les gouvernants, aujourd'hui, ne nous faisons pas d'illusions. Ils tombent, ils sont remplacés par des marionnettes identiques. Ce sont des marionnettes. Les marionnettistes, ce sont eux. Les marionnettistes, ce sont ces milliardaires cosmopolites qui détiennent les vraies manettes du pouvoir, qui peuvent tout financer, qui peuvent financer l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons-le nous. Si l'on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut se rappeler que l'Organisation mondiale de la santé n'est plus d'abord et avant tout financée par les États, comme c'était le cas autrefois, mais aujourd'hui d'abord et avant tout financée par des financements privés, et que les deux principaux financements privés sont, un, celui de la fondation Bill et Melinda Gates, deux, les financements provenant de l'industrie pharmaceutique. Et lorsqu'on vous dit ça, vous comprenez tout de suite que tout ce que proclame l'Organisation mondiale de la santé pour nous faire avaler la peur quotidienne dépend directement du bon vouloir, du blanc-seing des financements privés de Bill Gates et de l'industrie pharmaceutique. Ça signifie que toute cette pandémie n'aurait jamais été possible sans la validation du scénario par ces gens-là. Ça veut dire que rien de ce que communique l'OMS ne peut être communiqué sans préalablement le tampon de ces gens-là. Donc, aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons crier « à bas Macron », et c'est légitime. C'est d'autant plus légitime qu'il vient encore d'afficher ostentatoirement son mépris pour son peuple, pour ses concitoyens, pour ceux sur lesquels il a autorité. Mais en vérité, s'il tombe, celui qui le remplacera ne sera hélas, a priori, guère meilleur. Et donc il faut avoir en tête que le monstre contre lequel nous nous battons aujourd'hui, c'est le mondialisme, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le projet de gouvernance mondiale. Cette République française, dès le départ, à travers les loges maçonniques, est l'outil de promotion du nouvel ordre mondial, est un tremplin pour l'émanation d'une gouvernance mondiale. Ce n'est pas un hasard si c'est en France qu'un personnage comme Attali, depuis plusieurs présidences de la République, est toujours le conseiller occulte du président. Que le président soit socialiste, que le président soit de la droite UMPiste, que le président soit de la République en marche, Attali est toujours là. Attali, c'est Attali qui, souvenez-vous, lors d'une réunion au Congrès juif mondial, réuni à Londres, expliquait que, au Royaume-Uni, c'était les milieux juifs qui payaient des rabbins, qui payaient des imams. En l'occurrence, on pourrait dire que ces imams ont tout du rabbin, puisque leur origine financière vient de gens issus du Congrès juif mondial. Et Jacques Attali, en fait, disait cela en conférence pour encourager à ce que cette situation se propage dans d'autres pays. Que le Congrès juif mondial et ses organisations satellites s'arrangent pour payer les imams de façon à orienter leurs décisions. Et tout est ainsi fait, que donc les mêmes milieux mondialistes exercent leur influence nuisible, non seulement bien sûr en France, mais de par l'ensemble de l'Union européenne et aujourd'hui quasiment
pourrait-on dire, de par le monde. Si donc nous voulons être efficaces dans le combat, nous devons toujours avoir en tête qui est le responsable. Et bien sûr, c'est à partir du moment où l'ennemi est identifié que l'on peut se battre efficacement. Il faut dire aussi que cette bataille, elle va demander beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, beaucoup de persévérance. Là encore, je veux saluer les gens parmi nous, ici présents, qui ont déjà enduré le poids de la répression. Bien sûr que je pense à Cassandre, mais bien sûr que je pense à une autre famille ici présente qui vit depuis des mois maintenant, pourrait-on dire, les visites régulières de services de police au service de cette république apatride. Eh bien, il faut avoir conscience que, oui, les temps que nous allons connaître vont demander beaucoup de courage, beaucoup d'esprit de sacrifice, beaucoup de difficultés à surmonter. Ce ne sera vraiment pas simple. Il faudra bien sûr prier, il faudra bien sûr avoir une vie intérieure, mais il faudra aussi avoir, à travers ce réarmement moral et spirituel, une détermination sans faille, une détermination digne des grands guerriers qui ont parfois fait de grands saints dans l'histoire de France. Et il faudra bien aussi que nous trouvions des voies, des chemins de combat plus radicaux. Il faudra que nous ayons chercher dans l'histoire des Christéros, dans l'histoire des Vendéens et des Chouans, dans l'histoire des catholiques irlandais, dans l'histoire des carlistes, dans l'histoire de tout ce qui a été contre-révolutionnaire à travers l'Occident chrétien, des idées, des chemins pour entamer une résistance efficace, parce que si les manifestations sont nécessaires pour établir des réseaux, pour faire entendre notre voix, pour renforcer la détermination des militants, pour montrer à ceux qui nous dirigent que nous ne cédons pas, il n'empêche que les manifestations ne sont que ce moyen-là et jamais un but, ni jamais le moyen déterminant de la victoire. La victoire, elle passera par des outils de combat beaucoup plus radicaux, beaucoup plus déterminés. Je pense que la désobéissance civile sera l'une des pistes majeures de ces batailles à venir. Je pense que le boycott économique doit devenir à terme une des voies essentielles de la bataille. Je pense qu'il faut nous battre contre les multinationales, contre les banksters, contre les GAFAM, et qu'il faut pour cela faire comprendre à ceux qui nous entourent, particulièrement dans les manifestations de gens qui sont déjà un peu plus conscientisés, qu'il va falloir agir de concert. Que si l'on continue à être saucissonnés comme nous le sommes aujourd'hui, séparés les uns des autres par catégorie professionnelle, par tranche d'âge, par catégorie sociale, nous allons tout perdre. Nous allons à la ruine totale, à l'échec complet de nos batailles. Si au contraire nous comprenons que, quels que soient nos milieux sociaux, nos âges, nos catégories professionnelles, nous devons attaquer le même ennemi au même moment, tirer dans la même direction, le mitrailler de la même façon, à ce moment-là, l'ennemi peut commencer à vaciller. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Il faut que nous trouvions les nouvelles voies de l'insurrection. Il n'y aura pas de victoire sans une insurrection guidée par notre foi. Et l'insurrection, elle ne sera pas identique à celle de nos ancêtres chouans et vendéens. Mais il doit
y avoir une nouvelle forme d'insurrection. Il nous faut identifier les voies efficaces de la nouvelle insurrection. Sous le regard de Dieu, alors notre réarmement moral et spirituel nous permettra, si Dieu veut, d'obtenir la victoire. Merci.